Parfait. Écoutez, je voudrais d'abord dire la joie, elle est vraiment sincère d'être ici pour animer cette table ronde qui me permet de retrouver des visages à la fois connus et amis, notamment lorsqu'effectivement j'étais directrice de ce qui s'appelait à l'époque la direction de la musique, du théâtre, de la danse et des spectacles. Et je vais rapidement présenter, même s'ils sont tous connus de vous, ces participants. Sylvie Robert, qui est aujourd'hui présidente de la commission Culture, Éducation et Communication au Sénat. Merci beaucoup, Madame la Présidente, chère Sylvie Bach. Merci beaucoup de m'avoir invitée et bonjour à toutes et à tous. Alors, moi, je vais me situer à un endroit un peu particulier qui est à la fois l'endroit des collectivités territoriales, bien sûr, puisque j'ai été longtemps élue et en charge du secteur culturel, mais aussi en tant que parlementaire et observatrice aussi des évolutions de ce secteur pour avoir participé activement à la loi LCAP, de ces évolutions à partir de 2016 aussi, et de la relation entre l'État et les collectivités territoriales qui se reposent en permanence, qui se reconfigurent, qui se requestionnent. Et je crois que c'est en tout cas dans cette optique à la fois d'observation que j'avais envie de me situer devant vous, parce qu'on a bien entendu dans les interventions précédentes que effectivement le service public culturel bénéficie d'outils multiples. Je ne vais pas les rappeler, mais c'est vrai que de l'EPCC en passant par la régie directe, la régie personnalisée, les SPL, les EPL, donc SPL et SM, les SIC, les SCOP, les GIP, etc., et les associations, bien évidemment. C'est vraiment un arsenal d'outils juridiques qui s'offre à ce service public. Donc, je pense que ce qui est intéressant de regarder et d'observer, c'est finalement comment une politique culturelle se fonde sur des outils en partant du principe que finalement, moi je l'ai toujours dit, c'est d'abord à partir du projet et ensuite à partir du questionnement des outils qu'on met au bénéfice de ce projet, qu'on se questionne de son efficience et puis bien sûr après de sa responsabilité. Et d'ailleurs, je me faisais une remarque qui était que dans ma ville, Rennes, vous voyez, j'ai un opéra, puisqu'on parle de la création du spectacle vivant, j'ai un opéra qui est en régie, j'ai un CDN qui est en SEM, j'ai un orchestre qui est en association, j'ai une association qui s'appelle Spectacle Vivant en Bretagne, qui est un EPCC. Je pourrais égrener comme ça, et puis j'ai également, puisque c'est moi qui l'ai créé, une SPL qui organise de l'événementiel. Donc vous voyez tous ces outils juridiques, et je pense que c'est pas parce qu'on parle de label qu'on va obligatoirement se dire qu'il faille se poser la question de est-ce que c'est une association et tout. Mais ça, c'est une vraie question, parce que vous pourriez me poser la question, est-ce qu'une SEM a une valeur ajoutée dans un label? Je ne sais pas. Donc, mais c'était intéressant de voir la diversité en tout cas de ces situations. Alors, je ne vais pas revenir sur l'article 3 de la LCAP de 2016, j'imagine que vous le connaissez, mais en le revoyant, parce que j'ai quand même participé beaucoup à ce travail donc sur cette loi, je vais quand même vous lire les 5 premières phrases de l'article. Je ne vais pas vous donner les objectifs, mais c'est quand même, je me dis qu'à l'époque, on avait quand même énormément précisé les choses. L'État, à travers ses services centraux et déconcentrés, les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que leurs établissements publics, définissent et mettent en œuvre, dans le respect des droits culturels énoncés par la Convention de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science, la culture, sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles d'octobre 2005, une politique de service public construite en concertation avec les acteurs de la création artistique. Ce n'est que 5 phrases, mais quand vous regardez précisément les mots, je les reprends, c'est-à-dire définissent, mettent en œuvre, droit culturel, concertation, etc. Ça veut dire qu'il y a aussi des obligations, et forcément qui s'offrent à ce service public culturel, dont les différentes responsables politiques, singulièrement les collectivités, on le dit, et l'État, le groupement, etc., doivent forcément
être attentive. Alors, je me suis dit, à partir de ce constat-là, finalement, qu'est-ce que j'ai observé durant ces, on va dire, 10-20 dernières années? D'abord, que les collectivités se sont professionnalisées, on le sait, en matière culturelle. Et qu'à partir de là, elles ont, toutes seules, à premier endroit, toutes seules, développé leur service public culturel. Quand il y a une régie personnalisée, l'État n'est pas là. Donc un opéra fonctionne avec une mairie. Et d'ailleurs, c'est toujours très compliqué d'avoir des aides des autres collectivités qui considèrent que c'est la responsabilité seule et propre de la mairie. Mais ce que j'ai vu aussi, et ça c'est extrêmement intéressant, c'est le déplacement à la fois de la place du service culturel dans une collectivité et du rôle de la culture plus généralement dans notre société. Et ce que j'y ai vu, et ça c'est forcément aussi la responsabilité des élus, c'est que la culture, alors même qu'il y a 20 ans, j'ai été en 2001 adjointe à la culture d'Edmond Hervé à Rennes. J'avais service culturel, c'était formidable, j'avais vraiment des gens extrêmement compétents. Et Edmond Hervé m'a dit à l'époque, c'était très intéressant, il m'a dit, surtout ne reste pas dans ton couloir, regarde en termes d'aménagement ce qui se fait. Alors, je n'avais pas bien compris au départ. Je me suis dit que si effectivement je commençais à regarder en termes d'urbanisme et d'aménagement les différents choix de mon collègue en charge de ce secteur, ça pouvait peut-être m'aider. Non seulement ça m'a aidé, mais ça m'a permis de préempter énormément de lieux pour pouvoir y développer des projets. Maison de la poésie, enfin je ne vous dis pas, mais c'était quand même extrêmement intéressant. Il m'avait dit également, surtout, tu ne restes pas dans ton couloir et tu regardes ce qui se passe en termes de solidarité, d'éducation, etc. En fait, ce qu'il disait déjà, c'est que la question de la transversalité et de la place de la culture dans les politiques publiques, dans un projet territorial, était déjà extrêmement important. Mais ça n'était pas du tout évident, et vous le savez. Et je crois que cette évolution-là a été extrêmement intéressante, et je vous parlerai dans mon deuxième point de ce qui, aujourd'hui, puisqu'on en parle tout le temps, est un peu d'actualité, qui sont ces fameux tiers-lieux, mais c'est aussi intéressant de voir comment ça qui sont complètement, je dirais, dans l'interdisciplinarité, dans la transversalité des politiques publiques, et qui d'ailleurs échappent beaucoup au ministère de la Culture, mais j'y reviendrai. Et donc ça, c'était déjà il y a un certain nombre d'années, et ce que je vois, c'est que effectivement, la question du service public culturel et la place de la culture dans les collectivités a considérablement évolué au gré à la fois de son rôle et de la façon dont les élus aussi perçoivent l'enjeu culturel. Un enjeu qui est extrêmement fort et qui a fait, en tout cas, induit un développement assez incroyable d'un outil juridique que je n'ai pas beaucoup entendu encore, mais qui sont les SPL, c'est la dimension touristique, d'attractivité. La culture étant prise comme un objet d'attractivité, de rayonnement, et les collectivités, ça c'est assez récent, et l'observation est, il s'avère que moi je préside la commission tourisme, attractivité de la fédération des EPL au niveau national. Le développement des SPL sur le plan culturel est absolument incroyable. C'est-à-dire, comme il y a deux actionnaires publics, une collectivité, ville, et une intercommunalité, métropole ou une autre, c'est assez simple à créer. Et aujourd'hui, ces EPL, principalement ces SPL, gèrent des services publics culturels de nature extrêmement diverses, qui vont du patrimoine à la création, de l'événementiel. Et ça, c'est une observation et une évolution extrêmement intéressante. En tout cas, ça existe. Donc, on voit aussi que de plus en plus, la question, mais vous l'avez évoqué, de l'économie sociale et solidaire rentre dans le champ de la culture. Et c'est vrai que là aussi, ce sont des nouveaux modèles économiques qui ne sont pas obligatoirement simples à mettre en place, mais qui sont le fait d'acteurs différents, dont les collectivités, en tout cas,
en tout cas où les collectivités sont assez intéressées et assez attentives, parce que l'évolution de l'ESS en matière culturelle est aussi extrêmement importante. Donc ça, c'est à l'endroit des collectivités territoriales, je dirais presque seules, où elles développent leurs propres services liés finalement à un projet politique, à une façon de positionner l'enjeu culturel dans le territoire et à la façon dont elles peuvent, du coup, à partir de ces outils-là, développer le projet culturel. Maintenant, il ne faut pas oublier, mais ça a été dit, que la culture est une compétence partagée. Et que lorsque je relis l'article 3 de la LCAP, la question de l'État, forcément, est un partenaire important. Et là, et donc la présidente Uback l'a dit, la question du partenariat entre l'État et les collectivités territoriales se fonde forcément sur un certain nombre à la fois d'outils que peuvent être les EPCC, qui, je vous le rappelle, ont quand même été créés pour ça. C'est-à-dire qu'à un moment où on avait une compétence partagée, on s'était dit comment on crée un outil juridique de coopération qui puisse mettre tout le monde autour de la table. Aujourd'hui, est-ce que ça fonctionne? Je pense que ça fonctionne dans un certain nombre de cas, mais je pense que ça doit évoluer. Et c'est peut-être la dernière partie de notre table ronde sur les défis ou les enjeux qui s'offrent à nous sur l'évolution de ces services publics culturels. Mais vous voyez bien que c'est à partir aussi de la nécessité de se dire comment on peut travailler ensemble que le PCC est né. Et donc, je crois que cette question du partenariat, donc liée forcément à on va dire à des projets qui sont plus effectivement les labels de l'État, où les collectivités territoriales et l'État sont ensemble, mais pas seulement, hein, il y a beaucoup d'autres projets, je pense aux orchestres, enfin à d'autres, mais en tout cas c'est un endroit de partenariat. Est-ce que l'outil EPCC est adapté? Est-ce que l'association suffit? Regardez la SEM, qui est un CDN, met tout le monde autour de la table. C'est un sujet qui, pour moi, est un sujet important, parce que je considère que si on est vraiment partenaire, on se donne les moyens de discuter ensemble du projet et des moyens pour le mettre en œuvre. Et quand la présidente Sylvie Uback dit, mais je pense que Christopher y reviendra, qu'il y a une forme de rigidité dans les labels, c'est toute la question aussi aujourd'hui des services déconcentrés de l'État, de la déconcentration. Je ne vais pas y revenir, sauf s'il y a des questions, mais il y a un vrai sujet à cet endroit-là qui, s'il y avait plus de déconcentration, permettrait vraiment de travailler sur le partenariat État-collectivité territoriale. Alors, pour terminer, parce que je ne veux pas prendre trop de temps, mais je voulais vous dessiner ces fameux tiers-lieux. C'est quoi ces tiers-lieux? C'est en fait cette idée, et ça c'est finalement, c'est assez vieux, parce que la friche de la Belle de Mai a aujourd'hui plus de 20 ans. On ne parlait pas de tiers-lieux, mais c'était quand même ça. Et ce qui se passe dans un certain nombre de collectivités, c'est que beaucoup de patrimoines leur sont restitués pour des raisons différentes. Patrimoine de santé, regardez les hôpitaux, patrimoine pénitentiaire, regardez les prisons, des universités. Et les villes, beaucoup les villes où les intercos et les métropoles se retrouvent avec du patrimoine, souvent d'ailleurs très bien placé, et ne savent pas quoi en faire. Alors il y a deux solutions. Hein. Ou vous le donnez à un investisseur, ou vous le gardez en maîtrise publique. Quand vous le gardez en maîtrise publique, vous vous dites qu'est-ce qu'on va en faire et avec quel outil juridique. Et je peux vous dire que j'ai travaillé sur l'établissement de forme de tiers-lieu à Rennes qui s'appelle Pasteur, où on a commencé effectivement par se poser la question de savoir quoi en faire, mais c'était une maîtrise publique. Aujourd'hui, c'est encore une association. Je me dis que ça peut se transformer en SIC. C'est facile de transformer une association en SIC. Mais finalement, derrière, la question est de savoir quel projet et pour quel résultat. Donc, ces projets-là, et aujourd'hui, on a hérité d'une prison, là aussi, qui est en plein cœur de la ville de Rennes, qu'on va garder en maîtrise publique. La grande question, c'est de savoir, parce qu'on va y faire un service public culturel, enfin, il va y avoir un projet culturel, comment on va le gérer, avec quel outil et selon quel projet. Et si je termine là en parlant de ces tiers-lieux, je n'aime pas trop ce mot parce qu'il est un peu galvaudé, il est un peu mis à toutes les sauces. Ce que je peux vous dire, c'est que finalement, il est la conjugaison de plusieurs acteurs, de différentes sphères, avec des objets
forcément et des finalités assez différentes, mais qui poussent les responsables publics, que sont les collectivités et l'État, à se poser vraiment la question de l'efficience d'une politique culturelle territoriale en concertation, je reviens à mon article 3 de la LCAP, en concertation avec les acteurs concernés, qui peuvent être les acteurs de la sphère culturelle, mais de plus en plus, et ce sera un défi, je crois, dont on parlera à la fin de cette table ronde, les citoyens. Et je crois que la question de la démocratie locale, des enjeux environnementaux et de ces adaptations de ces outils aux défis de la culture demain se pose plus que jamais devant nous. Voilà. Merci Sylvie. Comme assez souvent, on va converger. La notion de service public culturel au sens service public du spectacle vivant est une notion qui s'est construite dans une relation et une dialectique permanente avec les collectivités territoriales, mais on peut aussi dire qu'elle part de l'exploitation d'un service public théâtral par l'État. Elle parle d'une forme de droit gazeux qui était le décret de Moscou et cette société de la comédie française, dont peut-être Michel va parler à un moment ou à un autre, pour finir par s'étendre à un ensemble d'établissements publics sur lesquels l'État, par diverses modalités, a exercé une forme de contrôle et de tutelle. On pourra rappeler qu'il n'y a pas si longtemps que ça, au Théâtre national de l'Odéon, dont j'ai eu l'honneur d'être l'administrateur, il pouvait arriver à Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrault devant une petite esquisse de Braque parce que... Merci beaucoup. Vraiment 2 mots pour laisser M. Roseau s'exprimer. Moi, je ferai la part des choses entre les CDN qui sont dirigés par des artistes et les scènes nationales. Je crois que donner une formation, enfin moi j'imagine mal un artiste faire une formation de manager, il faut qu'il sache s'entourer. Mais moi je vois 3 points vraiment délicats qu'il faudrait améliorer. L'évaluation. Alors je ne veux pas me faire des amis, pardon, mais en général je suis assez directe, donc j'aimerais bien qu'on puisse bénéficier de l'inspection quand à un moment donné, ensemble, collectivités et État avons envie qu'il y ait une inspection, c'est-à-dire d'évaluer un moment le projet en cours du directeur. Et ça ne se fait pas, c'est très compliqué. Et ce n'est pas du tout un grief par rapport à l'État, hein, mais comme les enseignants, vous savez, on demande des inspections. Alors, je sais bien que ce n'est pas facile, hein, mais j'aimerais bien parfois que dans le cours souvent long de mandats qui se renouvellent, qui sont renouvelés par les collectivités et l'État, mais sans qu'il y ait véritablement d'évaluation, mais Christopher, tu vas peut-être me dire le contraire, la question de l'évaluation et de l'inspection, à un moment donné, moi je trouve qu'elle est extrêmement faible aujourd'hui. Donc le deuxième point, c'est la sortie, parce que c'est lié à la sortie, c'est-à-dire que si forcément on convient qu'il y a des soucis, et il peut y en avoir, c'est difficile aussi. Alors là, c'est pour ça que je voulais faire la part des choses entre l'aventure d'un artiste qui peut redevenir une compagnie, donc ça c'est c'est difficile aussi les dispositifs de sortie et puis les autres. Mais la question, moi, j'ai jamais eu dans mon expérience d'élu, moi, de problème de nomination à la direction des... Ça s'est toujours bien passé. Peut-être parce que je savais ce que je voulais, ou en tout cas j'avais dit au maire et il me faisait confiance, et il y a eu une relation vraiment de confiance entre les services de l'État et la collectivité, que ce soit région ou ville, mais je sais que ça peut être un peu difficile. Et souvent, on m'a objecté, j'ai un cas particulier en tête que je ne citerai pas, oui, mais qu'est-ce qui va devenir ? Ben oui, mais à un moment donné, c'est un sujet. Et la troisième chose, et j'arrête là, vous avez raison, le rôle du conseil d'administration, conseil de surveillance, enfin toutes ces instances, ce sont vraiment des instances où tout le monde s'ennuie terriblement, où il ne se passe rien, où rien n'est négocié, rien n'est concerté, où on entérine des ordres du jour qui ont été déjà définis. Et moi, je rêve qu'on puisse un moment trouver, mais on en parle avec Christopher depuis longtemps, c'est la même chose que les CTC ou les instances partenariales, qu'on se pose vraiment la question de qu'est-ce qu'on veut ensemble, quel objectif on conduit et avec quels moyens et selon quelles modalités. Et peut-être là
que si c'est clairement dit, si on considère que c'est important que, eh bien, on puisse soutenir ce projet, il y aura peut-être moins d'injonctions contradictoires, il y aura moins d'équations compliquées à tenir. Et moi, je rejoins ce que disait Jean-Philippe Thiellet. On vient de passer une pandémie, il y a eu de l'argent. Moi, j'ai dit dans un rapport que je viens de sortir sur le plan de relance, l'année 2022 et 2023, ça va être compliqué. Et si on ne règle pas toutes ces questions en transparence et en exigence, c'est-à-dire il faut qu'on soit vraiment exigeant et qu'il y ait une confiance entre l'État et les collectivités pour qu'on se pose clairement ces problèmes. Je pense qu'on peut aller vers des lendemains qui déchantent, mais je ne l'espère pas et je ne le souhaite pas. Je repasse la parole à Sylvie Robert. En fait, on a posé ensemble, là, collectivement, les défis comme des contraintes. Parce que ça vient se rajouter au cahier des charges des jalons. Et j'ai compris que dans la période actuelle, dans le contexte qui forcément se tend, dans ces injonctions contradictoires, forcément quand on met de nouveaux défis, ça crée, oui, ça crée la contrainte. Alors après, moi, le défi du numérique, moi, le numérique culturel responsable, c'est un sujet, vraiment. Donc là, je crois que ça demande une table ronde à part entière, mais c'est vraiment une dimension qu'il va falloir traiter de façon extrêmement importante. Le défi, je disais tout à l'heure, citoyen, c'est-à-dire, alors ça se lie avec la question des droits culturels, mais c'est comment, à un moment, dans la reconnaissance voilà, des habitants, on va dire, d'un territoire, de ses ressources, quelles qu'elles soient, d'ailleurs, et donc de ses habitants, comment il y a une forme d'appropriation progressive de ces ressources-là je dirais, non pas à l'élaboration et à la construction, parce que pour moi, je fais toujours vraiment, il faut être très, très important dans la liberté de création, l'indépendance en termes de programmation, etc. Donc, mais comment on associe finalement les citoyens, mais vous l'avez dit, est-ce que c'est dans les instances de gouvernance, les habitants, à, je dirais, la réflexion autour d'un projet culturel, on va dire ça. Je fais soft, je le fais très soft. Mais en fait, ça se passe assez dans beaucoup d'endroits. On dit les droits culturels, c'est compliqué, etc. Mais finalement, quand je parlais des tiers-lieux tout à l'heure, de ce qu'on appelle les tiers-lieux, ça vient d'abord d'une émanation territoriale, d'acteurs qui se mettent ensemble, qui ont parfois des projets très différents et qui, à un moment, vont, parce qu'on leur a donné aussi un cadre, et c'est ça qui est une méthodologie. Je crois que la question de la méthodologie en termes d'association des habitants à un projet public, on va dire, est extrêmement importante. C'est-à-dire, et je le sais d'autant plus que je suis élue et que la question de la démocratie représentative ne doit pas être confondue avec la démocratie participative. Pardon de le dire, mais c'est l'élu qui décide. Mais à partir du moment où il a mis en place un cadre extrêmement rigoureux, une méthodologie précise, on sait à un moment, quel est le rôle de chacun. Et je crois que dans les établissements, dans les projets culturels, dans ce que j'observe aujourd'hui, cette question-là, d'abord, elle est présente, ce qui est plutôt important et intéressant, et elle se révèle selon diverses formes. Après, ça devient de plus en plus documenté. Demain, vous allez parler des droits culturels. Il y a une question juridique extrêmement importante aussi, mais voilà, je me dis que finalement, c'est pas si compliqué que ça, mais ça demande une pratique politique extrêmement un peu différente parfois, je dois le dire, une conduite de projet un peu différente. Quand même. Je pense qu'il y a des tiers-lieux qui sont très ambitieux dans toutes leurs dimensions. Et pour avoir vraiment là aussi, et il y en a de plus en plus, et je crois que les urbanistes, les architectes, les aménageurs, parce que les tiers-lieux, ce qui est intéressant, c'est que il s'opère dans différentes dimensions. Et la question de l'aménagement est extrêmement forte. Et on voit des SEM d'aménagement aussi travailler sur des tiers-lieux. Et donc, la question culturelle, elle est à prendre dans cette globalité. Elle n'est pas à prendre obligatoirement dans un projet. Moi, sur le tiers-lieu que j'ai monté à Rennes, c'est pas, je vous dis, j'aime pas trop ce mot, mais il n'y avait pas un objet artistique en soi.
C'était pas on fait du théâtre, on fait non, c'était, j'avais vu qu'il y avait une école d'architecture, une école d'art, l'école du TNB qui avait un problème de jeunes, d'accompagnement, et on a travaillé à partir d'une appropriation, un peu à la méthode Bouchin, je le dis, mais c'est un peu ça, une appropriation progressive par les acteurs eux-mêmes des usages qu'ils pouvaient en faire. Et le projet, peu à peu, ça a mis 5 ans, parce qu'il faut du temps aussi. Mais il est extrêmement ambitieux, monsieur, ce projet, extrêmement ambitieux. Et il est beaucoup plus complexe et difficile à monter que finalement ce que j'ai vu quand j'ai des délégations de services publics ou avec un projet théâtre, avec le cahier des charges qu'il faut d'ailleurs exploser maintenant parce qu'ils sont plus du tout d'actualité, enfin, ils sont plus du tout adaptés à la réalité de... Mais vous voyez, c'est... Bon, pour terminer, pardon, par contre, moi, ce que je voudrais vous dire, parce qu'il y a la question écologique aussi, environnementale, vous l'avez fort justement dit, je crois que par rapport à tous ces défis-là, et le défi du public, c'est-à-dire qu'il ne revient pas, qu'il va falloir réaccoutumer, il va falloir modifier les pratiques, il va falloir s'adresser à lui peut-être différemment. Tout ça est un sujet aujourd'hui. Et je crois que, et je termine là, vraiment, il y a des grands défis qui sont forcément pris parfois pour des contraintes, et je le comprends tout à fait. Vous avez raison, il faudrait hiérarchiser encore, c'est compliqué de donner la priorité, mais je crois qu'il faut surtout vous accompagner. Je dis accompagner et accompagner par d'autres politiques publiques. Quand on parle de mobilité, de tournée d'artistes, où à un moment on peut réduire l'impact carbone parce qu'ils font, enfin j'ai encore vu des tournées, mais c'est juste hallucinant. Mais quand je dis à l'Orchestre de Bretagne, mais pourquoi vous ne prenez pas le train, et qu'ils me disent que c'est beaucoup plus cher de prendre le train, qu'il y a la question des instruments, etc., je dis là, il faut mettre en place une question de mobilité pour les... Vous voyez, c'est-à-dire il faut accompagner, que la société accompagne aussi cette dimension culturelle et la culture, les projets culturels, ce service public de la culture, dans cette mutation qui est absolument indispensable aujourd'hui et qui est dans l'ensemble de vos maisons, dans l'ensemble des projets, parce que ça concerne les pratiques, les matériaux, les RH, les normes ISO, etc., tout ce qu'on peut, RSE, etc., ce sont des chantiers vraiment extrêmement importants. Et je crois qu'il y a nécessité, en tout cas, à ce que la puissance publique, État et collectivités, accompagne aussi ces mutations, parce que vous ne pourrez pas le faire tout seul. Et je crois que si vous le faites tout seul, vous serez toujours contraint à dire « bah oui, mais on m'a demandé de faire ça et tout ». Donc, je pense que c'est une question, et je termine là, de responsabilité politique au niveau sociétal aujourd'hui. Voilà.